Control, Alt, Shift. Okay, so good evening, everyone. As you can see, it's a different setup today. Everything is circular. The toilet as well is outside. No worries about that as well. But yeah, it's a different experience today, and thanks to Good Shop as well. So, and of course, today is different. It's in person. Many of you have met through webinars for 2 years, and here we are in person. So great to see you. We're also recording through Zoom to our recording. So that's why I've got the screen there, but people can hear us as well. So thank you very much indeed, everyone, for being here. And we're going to kickstart at 6:15. So the topic today is on circular economy in Mauritius. As you can see, the little picture here is all about recycling, reusing, and not wasting anything. But I'm sure with presenters like Meenakshi, Stefani, as well as Victoria, hopefully they'll encourage it more. Obviously, we'll go through the agenda quickly as well. Want to make sure the slide works as well. Perfect. Okay, so we'll have a quick video of the Good Shop. Many of you, I think, how many of you knows about Good Shop? If you can put your hands up. So 50% and 50%, or maybe 35%. So this is actually general manager of Good Shop. You will be able to meet her later and have her autograph as well later. Okay, let's kick that off. Il existe aussi une externalité très importante. Nous sommes la plus grande plateforme de logistique et de distribution européenne, à plus d'une cinquantaine d'ONG sur la ligne. C'est ce que nous appelons une partenaire solidaire. C'est plus de 50 tonnes, soit 6500 boîtes de vêtements qui ont été distribuées, soit directement à l'université pour éviter le gaspillage, ou alors revendus dans le cadre de boutiques solidaires et de marchandises mutuelles. Nous estimons à environ 300 millions de revenus pour générer les ONG. En grandissant, nous savons que cette activité permet à prendre de l'effort. Et nous sommes également conscients que nous ne pouvons pas contrôler les distributions et les reventes de ces fonds au niveau des ONG. Nous pouvons toutefois mettre en place des critères qui permettent de garantir les valeurs de notre émission, également maintenir les ONG éligibles à ces fonds. Nous avons donc pensé à une convention de partenariat qui régit les bonnes pratiques de distribution et de vente auprès de nos partenaires ONG. Nous espérons vraiment que l'action des ONG aidera davantage de familles et de communautés à plus de résilience et d'agence. Un grand merci à nos donateurs et à nos clients, grâce à qui nous avons conduit au chercheur à soutenir nos partenaires ONG. Great, so just make sure the slide works again. Okay, so as Meenakshi mentioned about social enterprise, Good Shop being a trial purpose of employment, education, as well as environment, which I'm sure the Good Shop team will touch on as well. So agenda for today, guys, we'll do a quick housekeeping introduction. We're already 6:19. We'll have a part one as well as some coffee, some gâteau piment cholesterol later. Presentation part two, as well as Q&A and conclude. But as I understand that the networking is good, you'll be treated with some nice treat for the networking. It won't be your normal gâteau piment samsa. Okay, so quickly on the agenda, of course, I'm doing the introduction, then there'll be Meenakshi taking over on the presentation of circular economy, and then we'll have Victoria Fauve and Stephanie Bullocks. And then we'll move on to part two for the panel discussion. So thank you, everyone. And of course, toilet is just right on the other side of the wall.
That's what toilet is. In terms of fire exit, all you need is a designifier, just run over there and that side as well. Of course, if there's a fire, please don't Facebook or tweet or LinkedIn, just run. Okay, phone on silent, please, of course, and then there'll be certificate of attendance for today's talk. We'll be looking at a 2-hour CPD talk. Of course, please email me just after the event for a certificate, and we'll get that over to you as well. Okay, so just quickly for those of you who don't know me, I love construction, love learning, love sharing, love people. Passionate about giving back, done 88 webinars so far during COVID-19. And I've just got 19 years and 11 months in construction. So 1 month to go. Hopefully I'm still present and I'm still alive. Quickly get your phones out. So we've got Wi-Fi, but I'm sure everyone's got connected with phones and internet. So we're going to go on menti.com quickly. So if you can just get your phones out, type in menti.com, and I'm just going to swap to the internet quickly. So, and we're just going to ask you a quick question just to engage you all. And let me just try to work under pressure here. So if you go to menti.com, and I'm just going to open this one, and you'll find the code there as well. Just a quick question from all of you. Just put that there. And I'm just going to present this one. So quickly, if you can, the code is, so menti.com, and the code is 32564867. 32564867, and it's menti.com. So how many of you have heard about Bootshop? If you have any problem, we've got IT at the back, only joking. So already, so you can see already most of you are familiar with menti.com, it's all kicking off, nice one. Okay, so how many of you have heard about Bootshop, menti.com? Also, you will be able to ask questions on that as well. So 14 of you have heard about it, 4 of you haven't. So try menti.com, we'll give you few more seconds, and it's 32564867, the code, Menti, M-E-N-T-I. Okay, so, all right, so I think please keep putting them in. We'll move to the next question. So what is your understanding of circular economy? It can be anything, be honest, be frank, because today hopefully we'll get some education about circular economy. Someone told me that all the chairs are square, it's not circular. So we need to make a note as well. Okay, so what is your understanding of circular economy? We've got local, okay. So it's coming in now, efficiency, yeah, sustainability, maybe it rings a bell with the speaker later. We've got helping the society, social, local reuse, second life, okay, regenerative, reusable. Reuse is the big one right now, so it seems like everybody's going for reuse. Right in the middle, we've got collaborative, lifelong, okay, social, zero waste, and minimum waste, partnership, sustainability. So I think everybody knows where we're heading with this. So thank you very much indeed. We've got what we've got else. I think we've got moving away from linear. You've got that there, which is great, great answer. Moving away from linear, rethink, minimum waste, as well as efficiency, and saving our planet. Someone's got there, and giving back. And of course, so the 3 key item there for the speakers, we've got sustainability, reuse, recycling, and second life. All right, so thank you very much indeed. We'll move on quickly to the next one, and obviously we'll use on. So why circular economy matters, based on my construction experience, is of course due to population growth, climate change, aging assets, emerging technology, improving living standard, and rising expectation. So we're just going to do a quick video before we introduce the speaker. When we look at nature, we know that there's no waste in nature, that everything which is temporarily a waste product goes into regeneration
of something else. So life continues in a complete cycle. Life is different, is my hoping for, but more specifically, I think it will have to change. The question is, we get to decide what it looks like, so we need to start making this now. That's our business model. We've been reusing for many purposes since the 40 years. It's been at the heart of what we do and has become much more pressing in the current environment. If it comes from a client, then we will react accordingly and we will take on that challenge and work to collaborate with those clients and give them what they want. Anyone pick it up, recognize something they can do and do it. From a client perspective, it's going to be incredibly important so we can set a direction of travel and we can use the guidance to actually inform our professional base and our value chain as part of an awareness exercise, but also start setting out practical steps to how we implement circular economy. Read this guidance and you will find in it solutions that you can implement tomorrow. Okay, so that was a quick video on that one. Just make sure you just use the slides. So they talk about resources or retain in or dispose of on this particular video. Of course, we'll share the slide with you. I've got a few notes as well I wanted to share with you. So construction should look at more circular approach to reduce the amount of waste it generates. It is predicted that by 2030, 3 billion people who are currently living in poverty will join the middle class level of consumption, which would create a corresponding surge in the demand for resources. Even the more conservative projection suggests that demand for natural resources will increase by at least a third. The construction industry demand around half of the world resources and generate around a third of its waste. So it is no wonder that policymakers and industry experts are searching for new approaches that move away from the linear model of take, make, and dispose. Many are looking to a new model, a new circular economy where resources are kept in use and the value is retained. And finally, I'll just touch on yellow at the bottom there. The systematic nature of the required culture change means we need collaboration across the industry because none of us have all the answers. That's why we're here today. And the question is, will you be part of the journey? Something we'll touch again at the end. So just quickly, we've got a Facebook page there. We've got lovely Victoria there as well. You can just like that. I think we've got 20,000 followers so far. 30,000 so far. I think big round of applause for that as well. 30,000. Okay, so just quickly, we'll get Meenakshi on board now. So Meenakshi is the General Manager of Good Shop. Meenakshi, if you can just come over quickly. So Meenakshi is the current General Manager of the Good Shop, a social enterprise engaged in circular economy, replying to a triple bottom line mission of education, employment, and environment. She's also the lecturer in economics and management, as well as an academic tutor for special needs and neurodiverse students who want to compete for national or international level exam. She's the founder and director of Isa Hadras Social Enterprises, providing consultancy and support to startup and SMEs in business development, model engineering, and transformational change. Last but not least, with 14 years experience as a finance manager, CFO, Meenakshi has been exposed to intensive C-suite and board requirements in fast-moving sectors and is now sharpening the design and execution of social entrepreneurship model. Please put your hands up for Meenakshi. So I'm just going to quickly do a quick multitask and get over the presentation. I did say on my CV, I work under pressure. Okay, so we just make sure, and that's just going to come up.
Okay, so I'm just going to go full slides. Meenakshi, take it away. Let's just see if it's work. Yeah, perfect. Yeah. Bonsoir à tous. Je vais parler français, mais les diapos sont en anglais. J'ai l'impression, parce qu'Annie m'a présenté un peu comme une star, donc j'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Bienvenue à Pau. Combat de Bootshop, qui est une édition spéciale de Bootshop. C'est à la fois un showroom, un lieu d'événement, un lieu de rencontre autour de tout ce qui est circular, sustainable et social. Vous êtes, la plupart d'entre vous, vous êtes assez impressionnants parce que vous êtes dans un secteur où la technicité et la maîtrise de l'art est quand même assez élevée. Et vous vous dites peut-être, qu'est-ce que je vais faire chez The Bootshop? Des gens qui ont commencé à travailler avec des donations de vêtements et qui maintenant parlent d'économie circulaire, qui vous invitent vous à essayer, non pas de vous apprendre quelque chose, mais j'espère que quand vous sortirez de là, vous serez au moins un peu inspiré par notre parcours. Donc, ce soir, ce qu'on veut vous présenter, c'est vraiment nos deux marques, Repair and Renew by The Bootshop, qui sont deux marques qu'on considère humblement comme des marques pionnières en matière de sustainability et d'impact social. Ces deux marques qui ont été officiellement lancées il y a le 8 avril dernier, et c'est un cheminement de plus d'un an de recherche, de développement et d'apprentissage de notre part. Mais pour ma part, ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est de The Bootshop, notre réalité en tant qu'entreprise sociale. Peut-être que beaucoup d'entre vous avez entendu parler de social entrepreneurship. On a des champions de social entrepreneurship chez nous aujourd'hui avec Pauline, Sophie et Atige. Et nous, ce qu'on veut, c'est un petit peu vous donner un aperçu de notre réalité. Et alors, je crois que si on peut passer un tout petit peu, si tu peux. Donc, The Bootshop, en tant qu'entreprise sociale, là où diffère d'une entreprise dans laquelle vous travaillez, par exemple, c'est que notre finalité même sert à atteindre un objectif à la fois social et environnemental. Dans notre cas, on parle du triple E, emploi, éducation, environnement. La différence avec une entreprise dite classique, c'est qu'il n'y a pas de shareholder, d'associés, et qu'on ne va pas générer des profits à but de partager des dividendes. Ce qu'on va générer comme valeur ajoutée va servir à notre mission. Bien souvent, les entreprises classiques vont avoir des externalités positives, c'est-à-dire ils vont avoir des impacts environnementaux, des impacts sociaux qui sont positifs pour la communauté, mais ce n'est pas leur but principal, ce n'est pas leur objectif principal, contrairement à une entreprise sociale. Et c'est ce qui se passe pour The Bootshop. Notre réalité aussi à Bootshop, c'est que nous sommes engagés dans l'économie circulaire, mais on ne peut pas dissocier l'impact social, c'est-à-dire l'humain au centre de ce que nous faisons, l'humain au centre de notre mission. Et le modèle circulaire, bien qu'il serve notre mission environnementale, va servir tout d'abord également les communautés que nous désirons servir. Nous avons, vous avez vu dans la vidéo, Annie a été pêchée ça, je passe au réseau. C'est une vidéo qui parle un petit peu de notre partenariat avec les ONG. Et ce qui fait que nous avons, comme dans notre opération, dans notre modèle économique, nous avons intégré pas mal si vous voulez, de décisions ou de modèles ou de partenariats qui vont amplifier cet impact social. Dans notre cas, nous distribuons à peu près 40 à 50% des donations que nous recevons, triées selon les besoins des ONG, au travers des ONG, au travers de nous. Parce que nous croyons également dans la réplication de notre modèle, c'est-à-dire pour amplifier l'indépendance ou l'autonomie financière des communautés les plus vulnérables, on va leur apprendre à utiliser un petit peu notre modèle à leur échelle. Et par réplication, ça va amplifier l'impact.
La réalité de The Good Shop, c'est qu'on ne parle pas de culture d'entreprise. Pour nous, c'est quelque chose d'obsolète. Nous parlons de valeurs. Nous avons commencé, l'équipe a commencé par définir des valeurs auxquelles elle s'identifie. Nous avons 6 valeurs, le respect, l'humilité, l'innovation, la résilience, le stewardship qui veut dire servir, et j'ai un 6e. Bon. L'amour. Non, c'est pas vrai. Respect, innovation, humilité, stewardship, résilience. Innovation. Ah ben là, tout ce que j'ai fait des inductions, ça passe. On a nos 6 valeurs. Et nos valeurs, c'est vraiment le fondement de notre fonctionnement. C'est à partir de nos valeurs qu'on va imprimer notre ADN qui va nous permettre par la suite de définir un modèle économique, notre ADN nos valeurs qui vont nous permettre de oui ou non s'engager dans des stratégies, que ce soit des stratégies de croissance, des stratégies de diversification, dans des collaborations, dans des nouvelles aventures. C'est vraiment nos valeurs qui vont dicter ce que nous faisons à The Good Shop. Donc ça, c'est vraiment, si vous voulez, il y a beaucoup d'entreprises qui parlent de oui, on a une bonne culture. Moi, je voudrais dire, allons pousser un petit peu plus loin. Allons fonder à partir des valeurs. Et c'est ce que nous essayons humblement de pratiquer à The Good Shop. Et ça va également, par exemple, dans nos critères de recrutement. On croit qu'il vaut mieux avoir quelqu'un avec des valeurs qui sont alignées à l'entreprise plutôt que des superstars qui ne sont pas alignés par les autres. Et au final, l'innovation, qui est une des valeurs, c'est une réalité pour nous parce que nous sommes en plein dans l'économie circulaire. Et qui dit économie circulaire dit que nous ne pouvons pas contrôler les variables, c'est-à-dire les circonstances que nous avons en matière de besoins, de demandes, de ressources. Et c'est une évolution constante chez nous d'être innovant. C'est un besoin, c'est une nécessité de rester innovant. Donc voilà un petit peu le modèle triple E dont je vous parlais. À la fois au niveau de l'environnement, l'impact environnemental, l'impact sur l'emploi. Au-delà de juste la création d'emplois, c'est qu'on va essayer d'emmener un accompagnement de nos recrues qui, par la suite, va les rendre, si vous voulez, eux également durables, sustainable dans leur employabilité. Nous avons notre mission éducation. Alors, la mission éducation, elle est assez spéciale, c'est que nous contribuons un pourcentage de nos ventes directement au sponsorship des bourses de scolarité pour les enfants de primaire et de secondaire. Mais également, notre mission sociale, c'est d'apporter une sensibilisation publique sur ce que nous faisons, sur comment l'entrepreneuriat peut être tourné vers l'impact social et sur l'économie circulaire. Donc, depuis 2019, c'est-à-dire avec 2 magasins seconde main, un atelier textile, un et demi atelier de meubles, aujourd'hui, on est à environ, à pouvoir, en matière on va parler de ça, de retransformation, on est à niveau de 400 kg de textile par mois et 2,5 tonnes de matières premières issues des meubles par mois. C'est-à-dire que c'est des quantités qui normalement seraient parties au dépotoir et que nous transformons, qui deviennent, là vous êtes assis clairement sur des meubles, sur de la matière première qui aurait pu partir à la poubelle. Et à partir de là, ça génère des emplois, ça nous permet d'impacter notre mission. Je vous parlais des ONG. Alors, comment intégrer des décisions dans notre modèle, dans notre opération? Et il faut savoir que nous avons cette année commencé alors on va sortir bientôt notre premier impact report
et on espère que ça se fera assez vite. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons également pas mal d'autres décisions, comme les free shopping aux bénéficiaires de l'ONG. Et nous croyons également que nos magasins seconde main, par exemple, peuvent apporter ce qu'on appelle des dignified shopping experience à des bénéficiaires de l'ONG, c'est-à-dire pas juste leur mettre une boîte de donation entre les mains, mais vraiment leur permettre d'avoir le choix, ce qui est très important lorsque les personnes sont en situation de vulnérabilité, de détresse financière, matérielle, c'est de pouvoir être comme tout le monde et de façon shopping. Comme ça, les vouchers que nous distribuons. Nous faisons également pas mal de sous-traitance avec des ONG, et souvent ce sont des ONG qui ont des missions formidables, comme l'Étoile d'Espérance, Magic Fingers. Beaucoup, c'est dans l'autonomisation financière des femmes. Et on a calculé à peu près, depuis le partenariat avec les ONG, à 200 000 € de revenus que ces ONG ont généré par les partenariats avec les ONG. Donc, au niveau de l'emploi, on s'est fixé un défi, c'est d'atteindre 60% de Empowered Employees chez nous. Je vais vous expliquer c'est quoi ce qu'on entend comme Empowered Employees. C'est un gros défi parce que, alors que nous essayons d'être aussi performants qu'une entreprise normale, on s'est donné pas mal de, j'aime pas le mot, mais pas mal de handicaps de départ, c'est-à-dire pas mal de contraintes dans l'accompagnement de nos staffs, dans le training de nos staffs, dans comment les gérer. Et cette année, on est à 61%. C'est quand même pas mal et on arrive à fonctionner comme ça. Donc, comme je vous disais, les 2 marques Renew et Ripple, c'est vraiment une continuité de notre première ligne de seconde main, c'est-à-dire notre premier business line de seconde main. Et tout ce que nous faisons doit servir, que ce soit les nouveaux produits, le développement de produits, les partenariats, etc. C'est vraiment pour servir cette mission d'emploi. Parce qu'au-delà de juste inclure des gens qui normalement rencontrent des barrières à l'emploi, ce sont des gens qui normalement ne trouveraient pas de travail avec un CV sur un marché classique. Ce sont des personnes qui présentent soit des handicaps intellectuels, physiques, qui ont connu des accidents de vie, qui sont en réhabilitation ou en fin d'incarcération, etc. Donc, ces gens-là, ils viennent chez nous. Et au lieu de juste les mettre au travailler comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'ils vont être d'accord qu'à partir de maintenant, il y aura un travail à la fois sur eux, mais un travail pour les rendre employable, comme on dit en anglais. C'est-à-dire qu'ils vont accepter des programmes de self-development, de upskilling, de formation, ça peut être computer literacy. Alors maintenant, avec le métier qu'on fait de fabriquer des meubles, c'est un nouveau métier qu'on peut offrir comme formation à nos recrues. C'est des métiers de vente, de surface de magasin, etc. Donc, nous, le but, vraiment, quand on dit qu'on a eu une success story, c'est qu'au bout de 2 ans, 2 ans et demi, on vient nous dire, voilà, je sens à l'étroit au bout de shop, je veux partir, je sens que je suis capable de trouver mieux ailleurs. Et là, je dis, on a fait notre boulot et on recommence. Donc, c'est un petit peu ça notre vision et notre approche du Empowered Employment. Donc voilà, ce que je vous disais, Repair Renew, c'est vraiment une continuité pour à la fois dans notre réflexion circulaire, mais également pour augmenter cet impact social. Et il y a également une extension de notre mission, c'est d'apporter de sensibiliser le public sur ce que nous faisons. Donc aujourd'hui, c'est un des premiers exemples. Au bout de 3 ans d'existence, nous commençons maintenant à inviter des secteurs par secteur à vous dire voilà ce que nous sommes, qui nous sommes et ce que nous faisons. Parce que, bon, ça c'est des chiffres, parce que nous croyons vraiment que nous sommes à un point, que ce soit pour Maurice ou pour ailleurs, que nous sommes à un point de shift, de changement de paradigme shift en anglais, où les principes d'entrepreneuriat, de comment faire des affaires, comment entreprendre, comment gérer un business, sont appelés à évoluer, sont appelés à apporter des changements.
nous ne croyons plus au bootshop à penser, mais nous sommes vraiment dans une démarche de conviction. Nous croyons dans la mission, dans nos valeurs, et c'est ce qui nous pousse à les créer de la valeur ajoutée dans ce que nous faisons. 5 minutes, j'ai fini. On n'est plus dans le fait, mais on est vraiment dans une conceptualisation des processus. Donc derrière, c'est assez scientifique. On a quand même essayé de standardiser, de stabiliser les processus derrière parce qu'il faut être productif. On ne croit plus dans la collaboration, mais dans le radical partnership. Et ça, c'est très important sur nous. Aujourd'hui, on a enlevé un petit peu tout ce qui est compétition, part de marché, secret de fabrication, secret de concept. On est vraiment au-delà de ça. On embrasse la compétition et on croit, je dirais même que le bootshop, on se dit, allez, on va jouer des jeux de perdant-perdant que de gagnant-gagnant. Tout le monde parle allons négocier sur un win-win. On aime bien conclure une négociation sur un win-win. Des fois, et surtout si on est dans un objectif de construction d'écosystème, il faut se permettre de perdre sur certaines collaborations. Pourquoi? Parce que ça contribue à un impact global. Et il ne peut pas avoir d'entrepreneuriat social, d'impact social ou d'impact environnemental convergent et amplifié si on ne construit pas un écosystème. Et voilà, on a été pendant 3 ans là au niveau du value chain à vraiment travailler notre modèle, à apprendre, à être dans une ligne d'apprentissage pour aujourd'hui, humblement essayer d'atteindre le niveau de l'industry change. Et vous êtes les acteurs, vous êtes le premier secteur auquel nous nous adressons, c'est que on peut créer une sorte de dynamisme et de synergie entre les acteurs, les gros, les petits. Je pense que Bootshop est vraiment petit dans tout cet ensemble, mais vous avez comme ça des catalyseurs dans pas mal de secteurs. Et c'est ce que nous voulons enclencher par cette démarche. Vraiment aller vers au-delà de la compétition et de l'interaction linéaire entre les acteurs. C'est vraiment que ça soit comme dans une cellule. C'est très biologique, c'est très cellulaire au final, l'économie circulaire et l'entrepreneuriat social. Donc voilà, je vous ai parlé de Radical Partners. On ne serait pas là aujourd'hui sans des partenaires stratégiques, des partenaires vraiment qui ont accepté de jouer le jeu, de perdre de temps en temps, de faire des concessions pour qu'aujourd'hui le Bootshop soit là. Des partenaires qui ont cru. Parmi, vous avez la Digitech, Stéphanie qui est là, Douglas, Nicolas. Nous avons pas mal de partenaires. Michael Pepster, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est vraiment fondamental dans notre développement. Et c'est vraiment ce que nous voulons vous dire. Que nous avons commencé de 1 à 1, mais qu'il serait peut-être temps que le dynamisme prenne et qu'on réfléchisse au-delà de notre conceptualisation des affaires. Voilà. Je vais laisser la parole à Victoria. Je crois que non, c'est bon. Voilà. Et ça, c'est le processus. Voilà, je vous laisse, Victoria. Merci beaucoup. Donc, c'est vrai que la Chine va donner un peu une vision globale de ce qu'on a fait cette dernière année et comment on a lancé Hyper et Lino. Et moi, je vais peut-être rentrer un petit peu plus en détail. Donc, on a lancé 2 marques, Hyper et Lino. Pourquoi? Parce qu'on voulait vraiment aller vers un modèle beaucoup plus circulaire. Déjà, en tant que magasin de seconde main, le Bootshop était déjà dans une économie circulaire. En tout cas, c'est forcé d'aller dans une économie beaucoup plus circulaire en donnant une seconde vie à tous ces objets qui dorment inutilisés chez nous. Ce qu'il faut réaliser, c'est que chaque objet, ce sont des ressources en fait. On est en train d'extraire des ressources naturelles pour créer ces objets.
Daniel nous parlait de pourquoi il faut aller vers l'économie circulaire. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du jour du dépassement. C'est un concept que j'aime bien citer parce que c'est assez choquant en fait quand on réalise. Donc c'est calculé par une ONG américaine, je vous laisserai aller voir en plus en détail. Mais en fait, l'ONG, cette ONG va calculer. Donc chaque année, on a un stock de ressources naturelles qui peut être utilisé. C'est le nombre de ressources naturelles qui peut se régénérer en une année. Et elle va calculer comment on va finir ce stock. La plupart du temps, l'année dernière, c'était en juillet. La plupart du temps, c'est à la moitié de l'année. Et on vit à crédit pendant tout le reste de l'année, en fait. Et c'est vraiment dans ce paradigme qu'on veut emmener des solutions, qu'on peut réutiliser ces ressources et qu'on ne voit pas des matières comme des déchets, mais vraiment comme des ressources. Du coup, voilà, magasin de seconde main, de shop, on va être circulaire, on remet en circulation des objets, mais tout ce qui va au magasin, tout ce qui est donné à nos solidarity partners, ce sont des objets ou du textile qui sont en bon état. Donc, tout ce qui n'est pas en bon état, qu'est-ce qu'on fait avec? Au départ, oui, c'était une boutique, donc on pouvait trouver des solutions, mais quand on commence à grandir, le volume devient de plus en plus conséquent. Et c'est là qu'on a eu l'idée de les réparer. C'était assez flagrant. Donc, le textile, on répare le textile, on le remet en magasin. Les meubles qu'on reçoit, on les répare, on les remet en magasin. C'est comme ça que Vogue Shop Repair est né. C'est une solution assez évidente. On a aussi voulu élargir, et ça nous permettait de devenir beaucoup plus zéro waste. On a voulu aussi élargir cette culture de la réparation à notre communauté. Donc, on n'était pas juste en train de réparer les donations qu'on recevait, on a aussi ouvert ce qu'on appelle des repair stations, où tout un chacun peut venir chez nous et faire réparer leur textile. Donc, c'est vraiment un changement culturel, en fait, qu'on voulait emmener. Donc, maintenant, on a des stations de réparation de textile dans nos 3 magasins. On en aura une 4e qui arrive bientôt. Et la 4e, elle n'est même plus chez nous, en fait. Ce qu'on peut avoir, c'est des repair stations tout autour de l'île. Alors, imaginez que vous allez dans un centre commercial et au lieu d'avoir besoin d'acheter quelque chose de neuf, vous pouvez faire réparer votre item beaucoup plus facilement. C'était vraiment de make it as convenient to repair than to buy new. Et en même temps, on est aussi en train de créer davantage d'emplois locaux et de sauvegarder des ressources. En plus des repair stations, on fait aussi des repair workshops où là, on montre à notre communauté comment réparer leurs objets. Donc, c'est vraiment aussi de la passation de connaissances, vraiment pour autonomiser un peu tout un chacun pour faire partie de ce changement culturel. Donc, c'est bien sympa. On répare un meuble, on répare un textile, c'est cool. Mais qu'est-ce qui se passe quand vraiment l'objet, ça ne peut pas être réparé? Il fallait qu'on trouve une solution pour ça aussi. Donc, imaginez une chaise, vraiment la structure est complètement cassée, mais c'est en métal. C'est quand même un matériel assez intéressant. Bien une chemise, il y a une énorme tache ici, donc c'est pas que tu peux remettre des boutons ou remettre un zip, c'est une énorme tache. Mais de l'autre côté, ben, c'est un textile qui a de la valeur. Ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'on s'est lancé dans un cheminement un peu fou, qui était beaucoup plus grand que ce qu'on réalisait au départ. On a commencé à lancer Renew by Vogue Shop. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on ne peut pas réparer un textile ou un meuble, ben, on a quand même refusé de jeter ces objets parce que pour nous, c'est des ressources. Donc, bien que l'article lui-même ne peut pas être, donc la chaise ne peut pas être vendue comme une chaise, ne peut pas être réparée comme une chaise, ou la chemise ne peut pas être réparée en tant que chemise, on a commencé à les transformer en d'autres objets. Donc, on a commencé un processus de démantèlement de ces meubles et de ces textiles en séparant les différents composants, donc les différentes matières, et en les catégorisant d'après leur état. Ça veut dire que si j'ai un meuble qui rentre, on va séparer tout le métal d'un côté, tout le bois d'un côté, mais on va aussi catégoriser le bois d'après son état et le métal d'après son état. C'est pareil pour les textiles. Et puis, on a dû trouver des solutions pour chaque matériau, mais aussi pour chaque état de chaque matériau. Donc, par exemple, si on a du textile, on peut l'upcycler. Donc, la chemise va devenir des vêtements pour bébé, va devenir des peluches. Ou bien, s'il est peut-être un petit peu plus fini, mais on va peut-être le mettre comme on va le shred, on va le mettre dans des floor cushions. Ou bien, s'il est vraiment complètement fini, mais qu'on ne peut quand même pas le jeter, on est en train de faire la recherche et du développement, par exemple, avec l'Université de Maurice, qu'est-ce qu'on peut faire avec. En ce moment, on les met dans des dog cushions, on donne gratuitement des ONG pour 3 000. Donc, c'est vraiment
le but de trouver des solutions pour tout ça. Et puis, même la première catégorie, quand je parle de transformer le textile en d'autres items, ben, il faut pour chaque textile, si c'est du lin, si c'est du polyester, si c'est du jean, il va falloir trouver des designs différents pour chaque matière. Donc, ça nous a pris quand même une bonne année pour mettre tout ça en place. Et on a réalisé qu'en fait, la question était beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait. Donc, vraiment, de démonter, séparer, catégoriser, de voir quoi il fonctionnait. C'était un petit peu plus complexe. Et puis, on a réalisé que finalement, ça devenait tellement complexe que c'était plus facile d'aller juste acheter une nouvelle planche de bois pour faire la table. Mais en fait, on a décidé que ce n'était pas une question de facilité. C'était qu'est-ce qui est la bonne chose à faire. Oui, c'est plus facile, au lieu de démonter une table pour avoir des planches de bois pour en faire une étagère, c'est plus facile d'aller acheter une nouvelle planche. Mais je pense qu'on est arrivé à un point, quand on voit la situation environnementale, que c'est plus une question de facilité en fait. Il faut vraiment voir qu'est-ce qui est la bonne chose à faire. Et malgré la complexité, oui, parfois c'est un peu difficile, on a voulu quand même aller de l'avant avec ce projet. Donc, tout ce processus, ça consistait vraiment en fait, à changer notre point de vue sur la commodité et à trouver un but et même une joie d'en faire ce qu'on considère être, pour nous en tout cas, la bonne chose. On voyait, comme je le disais, on ne voyait pas ici des déchets, on voyait vraiment des ressources. Quand on a commencé à faire ces items, on a réalisé qu'on pouvait aussi aller avec nos partenaires, comme Menachi le parlait, cette question de vertical partnership, pour voir c'est quoi les matériaux qu'ils considéraient comme des déchets chez eux, mais qui en fait chez nous devenaient des vraies ressources. C'est comme pour faire un carton, on avait besoin de plusieurs ingrédients, et peut-être qu'on avait la moitié des ingrédients, mais qu'il fallait avoir le reste. Et là, on partait, c'est comme ça qu'on est devenu des solution providers pour d'autres entreprises également. Par exemple, un exemple tout simple, mais on a commencé à faire des tote bags. On reçoit énormément de textiles, on a commencé à faire des tote bags. Sauf qu'on a réalisé que le textile qu'on recevait, c'était souvent du textile pas très dur, pas très durable. Donc, nos tote bags, ce n'était pas forcément ce qu'on voulait. On est rentré en contact avec une industrie qui fait du denim et malgré qu'ils voulaient réduire leurs déchets, pour des questions de réglementation, ils avaient quand même certains morceaux de jean. Il fallait qu'ils gardent pendant 6 mois et qu'après devenaient un déchet. Donc, on a récupéré ces morceaux de denim avec eux qu'on a mélangé avec notre textile pour avoir un produit dont le design était satisfaisant et qu'on pensait qu'il pouvait vraiment plaire aux clients. Donc, notre but, c'est vraiment aussi de créer des items qu'on ne va pas juste acheter parce que c'est écologique. C'est non, on veut que ça quand même que les gens achètent parce que c'est beau, parce que c'est bien, parce que c'est utile, et qu'en plus, ça a un impact social positif et environnemental positif. Donc, c'est comme ça qu'on devenait, justement, comme je disais, des solution providers pour d'autres industries dont le métier principal n'était pas forcément d'utiliser ces leftovers, mais qui voulaient eux aussi faire la bonne chose. C'est comme ça que ce qu'on considérait un problème va devenir une vraie solution, en fait. Bien sûr, comme Achille disait, on ne pense pas exister dans le vide et on pense que c'est juste vraiment à travers la collaboration radicale et la création d'un écosystème qu'on peut aller vers une économie circulaire à Maurice, localement, mais aussi globalement. Donc, c'est pour ça qu'on est vraiment reconnaissant et pour chacun des acteurs impliqués dans cette démarche, parce que c'est vraiment tous ensemble qu'on pourra relever ce défi. Donc, il a fallu du temps, des brainstorming, des erreurs, de nombreuses erreurs, et surtout une grande motivation des équipes. Mais c'est comme ça qu'on a lancé la marque Renew by the Bookshop. Donc, Renew by the Bookshop, pour summarize tout ça, ce sont des articles neufs, mais fabriqués à partir de matériaux issus de pièces d'occasion démontées ou des matériaux de récupération. Donc, bien sûr, on continue d'apprendre et de progresser. Et bien sûr, de temps en temps, on doit quand même ajouter de nouveaux matériaux, par exemple quelques vis, un peu de peinture. Alors, même ça, pour la peinture, on essaie de travailler pour récupérer des leftovers pour que les gens, en plus, s'ils ne savent pas comment se débarrasser, ils peuvent le réutiliser. Mais bien sûr, de temps en temps, il faut quand même ajouter certains matériaux neufs. Mais on est quand même fiers de dire que maintenant, le Lean Repair et Renew All sont fabriqués localement, préservent les ressources naturelles en utilisant des matériaux restants, offrent une solution aux matériaux qui seraient devenus des déchets, mais garantissent également
une transparence et une traçabilité dans leur processus de fabrication, parce que du coup, on sait exactement d'où les matériaux sortent, mais aussi comment et où c'est fabriqué. Ils ont en plus un impact positif sur notre communauté locale, en garantissant l'emploi local et souvent aussi un soutien aux ONG et en faisant avancer nos missions d'éducation et d'emploi autonomes. Donc, ce qu'on aime bien dire, c'est que tout ça, ce ne sont pas juste des meubles, ils ont chacun une histoire, ce sont vraiment et on vous montrera quelques histoires en tout commun. Mais là, je voulais aussi qu'on parle justement peut-être de ce processus. Donc, quelque chose qui a été vraiment important, c'était et pourquoi ça nous a pris 1 an, c'était vraiment de stabiliser les variables et vraiment d'avoir un processus interne pour aller vers cette durabilité. Parce que du coup, on n'est pas une entreprise classique où on sait exactement d'où nos matériaux vont venir. À chaque fois, ce sont des matériaux différents qui rentrent et qu'on a besoin de travailler avec. C'est pour ça que ça nous a pris 1 an pour vraiment comprendre l'influx de matériaux, pour savoir que, OK, maintenant, cette table-là, je veux tout le temps la faire parce que je vais tout le temps recevoir du métal, je vais tout le temps recevoir de la tôle, bien, je vais tout le temps recevoir cet item, je vais tout le temps le refaire. C'est comme ça que dernièrement, on a sorti notre catalogue Home by Body Shop, qui sont des items qu'on peut reproduire, mais tout le temps à partir de matériaux de ce qu'on a maintenant. On peut même faire du custom order avec Damien et Juliana qui sont dans l'équipe. Et donc, s'il y a des projets spécifiques, on peut même adapter avec le leftover aux besoins de l'industrie. Et encore une fois, c'est vraiment, les variables, c'était aussi, comme Meenakshi a parlé, les personnes avec qui on travaille, les partenaires, tout ce qu'il fallait mettre en place en fait pour pouvoir aller vers cette réalité. Et je pense que justement le radical partnership, c'est vraiment ce qui est important. On est un peu bizarre au workshop quand on nous dit « Ah, il y a quelqu'un qui paraît comme vous », on est en mode « Ah, c'est génial, à nous de rencontrer ». Normalement, je regarde le slide, je me dis « Non, à nous de rencontrer », et voir comment on peut collaborer sur tout ça. Donc, on remercie aussi le NRIC avec le projet sur lequel on avait appliqué pour Commit Players as an Opportunity for Product Development, Waste Reduction and Restore Dignity, qui nous a vraiment permis pendant 1 an d'aller beaucoup plus dans la recherche et le développement des objets qui figurent maintenant dans notre catalogue Home by Body Shop. Donc voilà certains de nos projets. Par exemple, alors ça, c'était vraiment un tout début, avec des idées là qui partaient sur les chantiers de démolition pour retrouver toutes les pièces une par une. Donc, chacun a une histoire parce que vraiment, on sait sur quel chantier on a récupéré. Donc voilà, ça, c'est une table avec Vive. Vive, d'ailleurs, qui était un des premiers projets, le premier projet à nous soutenir, qui a un peu lancé cette idée folle, en fait, de récupérer tous ces matériaux et en faire des créations assez sympas. Pareil pour les chaises, exactement. Quand on dit pourrissez, à l'époque, vraiment, qu'on voyait l'état des matériaux avant. Mais encore une fois, c'est vraiment de ne pas voir les déchets, vraiment voir la ressource. Donc, pareil, pour les tables, également. En fait, c'est une ancienne porte convertie en table. Voilà, ça en fait un peu des. C'est vraiment le premier projet. Dans une table qui a Made in Maurice. On a retrouvé la tôle en face de l'église et que maintenant, à chaque fois, on peut raconter quand il y a une boutique, la boutique chinoise qui était en face de l'église de Cap-Margot. Donc, c'est assez emblématique. Oui, assez emblématique. Donc, communiquer paysage. Et comme ça, vous retrouvez des petits bouts du patrimoine dans nos pièces. Celle-là, par exemple, c'est une tôle d'un rainwater tank sur l'ex-usine de Mandalcan qui a été démolie. Donc, ça n'existe plus. Et là, comme ça, on récupère des petits bouts d'histoire. On a eu une table, c'était 4 poutres d'une varangue de 100 ans. Les 4 poutres de Palao qu'on a converties en table et qui sont partis comme ça. Donc, on essaye aussi d'honorer l'histoire et le vécu de nos matériaux au travers du système. Voilà, donc ça, c'est la place de Beauvoir aussi, également avec toutes les chaises.
Puis il y a aussi des projets pour des particuliers. Vous pouvez voir certains de nos systèmes mélangés à tout ça, que ce soit le chandelier, la petite console, la petite table. Voilà. Et puis surtout, on voulait vous parler d'un projet qui était d'un pari assez fou en fait, avec Ciel Progressive et surtout avec la Déchitech. Donc, il y a l'ancienne usine textile de Ciel à Montgatan. Je ne sais pas qui connaît, qui voit plus ou moins ce que l'Oréal. C'est en national. Dans Montgatan, il y avait une ancienne usine textile qui est en train d'être convertie. Et nous, on a eu un peu ce challenge de récupérer tous les matériaux, en fait. C'est un pari fou, mais qui, maintenant, on peut le dire, nous a donné le momentum et l'expérience pour apprendre comment gérer un démantèlement d'usine ou un démantèlement d'espace industriel, par exemple. Comment être en radical partnership. Et ce soir, on a Stéphanie qui va vous expliquer vraiment le rôle de la Déchetech dans l'économie circulaire et surtout pour le secteur de la construction. Donc, Steph, si tu veux me dire. Donc, on va devenir par là Stéphanie parce que c'est vraiment le partenaire sans qui on n'aurait pas pu faire ce démantèlement. Et du coup, c'était un premier pari. Mais on espère, maintenant, on sait qu'on peut le faire. On sait qu'on peut vraiment redonner vie à tout ça. Okay, so big round of applause for Victoria. Bonsoir tout le monde. Alors, moi, c'est vraiment une chose ici. Moi, je connais le job depuis les débuts. Jamais la première vente au kilo qui a été faite à Pamplemousse. Et pour moi, c'était la Yes à Maurice aussi. On peut y aller, on peut acheter du seconde main. Donc, en fait, je suis l'histoire des workshops depuis le début. Et je suis fascinée par leur expérimentation, par leur professionnalisme et par leur partage. Et bravo pour tout ce que vous faites, parce que c'est vraiment un exemple. Tout ce qui arrive derrière, ça plus facilité. Donc, merci pour tout ça. Et puis, merci effectivement d'avoir cru au projet de la Déchetech en expertise que vous pouvez apporter et surtout cette collaboration avec les coachs. Je ne sais pas si les gens de cette dans la salle. Ils sont chers. Dans la property. Et voilà, donc comme elles l'ont dit, donc je crois que c'était Nicolas peut confirmer, 30 000, 15 000 mètres carrés, donc une énorme usine qu'il fallait. Enfin, ils avaient réfléchi dans l'idée de ne pas démolir. Et donc ça, c'est déjà une première étape qui est très importante en termes d'anticipation, c'est-à-dire, allez, on ne va pas détruire, mais on va déjà réfléchir avant de passer à revendre le building, on va réfléchir différemment. Donc pour moi, c'était déjà une valeur hyper importante et un objectif que je souhaitais absolument suivre. Et du coup, j'ai eu la chance d'être appelée. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà été dans une usine qui est en phase de démantèlement. J'ai le droit de dire que c'est un bordel. Et alors, mais en fait, moi, je pense que les filles aussi, en fait, c'est ça qui nous excite le plus parce que, en fait, nous, on n'est plus du tout dans la logique déchets, on est dans la logique ressources. Et en fait, c'est dramatique. En fait, on est des shopping lovers et on arrive à comme ça. Et en fait, on veut tout prendre parce qu'en fait, on ne voit que les potentiels de ce qu'on va pouvoir apporter à cette pièce qui a l'air vraiment en mauvais état. Donc, autant vous dire que la fusion de toutes ces nanas ensemble et un gros promoteur derrière qui nous accompagne, alors ça nous a vraiment donné de l'élan. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont fait appel à la Déchetech? Alors, moi aussi, j'ai eu un peu un projet fou parce que en plein Covid, j'ai répondu à un appel à projet qui s'appelle Climate Launchpad. Et l'idée, parce que j'avais eu la chance de faire des expertises dans les entreprises pour la gestion des déchets, pour accompagner les expertises, les entreprises un peu à caractériser les déchets et à les trier et à comprendre ce que c'est que le développement durable, l'économie circulaire. J'étais fascinée de voir qu'il y avait tellement de stocks dormants,
leftovers, de petits bouts et tout. Et en fait, il y a des millions de roupies qui dorment dans les entreprises mauriciennes. Et puis, par ailleurs, comme je suis assez engagée socialement, je travaillais bénévolement dans des ONG qui font soit de la réhabilitation de quartiers très, très défavorisés, et puis beaucoup d'artistes, etc., qui n'ont pas les moyens. Et du coup, je me suis dit, ce n'est pas horrible. Il ne peut pas y avoir autant de gisements de matériaux dans un endroit et autant de gens de l'autre côté qui ne savent pas où sont ces matériaux. Donc, l'idée, c'était de dire, en fait, on va travailler sur le réemploi et la réutilisation et on va créer la première plateforme d'économie circulaire à Marseille. Puisque c'était en live. Ah oui, je vais vous dire, j'ai gagné le Clamato de Chopin. Du coup, il fallait gagner. Et du coup, voilà, c'était ça l'idée, c'était comment est-ce qu'on fait une matchmaking solution et comment est-ce qu'on connecte les détenteurs de gisements et les utilisateurs parce qu'il n'y a pas de visibilité, il n'y a pas de visibilité, on ne sait pas où trouver ces matériaux et il faut absolument y aller. Il y a déjà une réponse sur les tissus, il y a un peu des filières qui existent sur carton, papier, électronique qui est loin là-bas, les déchets. Il y a quelques filières qui existent, mais en fait, il n'y a pas de filière, c'est tellement polluant. Il faut faire quelque chose, ce n'est pas possible. Donc, c'était un peu l'idée. Et puis, surtout, pour moi, c'était très important que, d'abord, il y a tout ce qui sont les entreprises qui ont ces mêmes problématiques d'échelle, donc comment les réussir ensemble autour d'un projet collaboratif et de réfléchir différemment. Effectivement, non pas que recyclage, mais réutilisation, mais surtout très important que la société civile puisse avoir accès à un outil où elle peut devenir un change maker. Donc, pour devenir un change maker, la DGTech, c'est une bonne solution parce que vous pouvez acheter ou vendre des matériaux de seconde main pour les réutiliser. Donc, la base, c'est de dire que l'économie circulaire, c'est un vaste sujet. Par contre, on parle de hiérarchisation des déchets. Donc, je suis assez contente qu'il y ait une nouvelle loi qui va sortir à Maurice, puisque c'était un cadre réglementaire qui n'existait pas des masses. Alors, je suis un peu faussée parce que j'ai un peu d'expérience dans le domaine en France et en Europe. Je sais que la France n'a pas grand-chose qui fonctionne, mais par contre, on est un peu les pionniers de l'économie circulaire, notamment avec la loi AGEC, la loi anti-gaspillage et économie circulaire. Donc, ça veut vraiment dire beaucoup de choses. Et on parle, ça fait des années qu'on entend parler de hiérarchisation des déchets. Donc, dans la nouvelle loi qui arrive à Maurice, que vous avez tous lu, vous avez vu le draft, le Bill Act, machin, en fait, on peut tous agir chacun à son niveau. Nous, on va agir, bien sûr, en prévention, parce que quand on intervient dans les entreprises, si on n'a pas fait un peu de sensibilisation, de formation, etc., aux équipes, elles vont avoir du mal à aboutir au projet. Mais en fait, l'objectif de la DGTech, c'est vraiment d'intervenir en termes de réemploi et de réutilisation. Là, je vais vous faire un petit cours rapide, ça va peut-être vous aider à comprendre pour ceux qui savent ce que c'est que l'économie circulaire. Le réemploi et la réutilisation, c'est le prolongement du cycle de vie du produit. Il n'est pas mort, on va juste le rallonger son cycle. On va lui donner une deuxième vie, une troisième vie, une quatrième vie. Alors que quand on passe en recyclage, on est arrivé à la fin du cycle de vie du produit, puisque le recyclage dans l'économie circulaire, c'est la dernière chose qu'on peut faire. Mais le recyclage permet de créer un nouveau cycle de vie. Donc, nous, on intervient vraiment là, et je rejoins ces dames, parce qu'on ne voit que des ressources. On ne voit pas de déchets. Quand on travaille en réemploi et réutilisation, ce n'est pas un déchet, c'est une ressource. On ne va pas parler d'élimination, mais il y a une seule solution à tous ces marchés, c'est un petit problème. Il y a un peu de valorisation énergétique, cependant, donc vous agissez aussi sur tous ces domaines. Très rapidement, vous connaissez quand même l'économie linéaire, malheureusement, c'est ce qu'on fait depuis des décennies. Donc, ça, c'est le côté gauche, vous l'aurez compris. On arrête d'extraire les matières premières, de produire et de jeter. On rentre dans une économie circulaire. Comment? Eh bien, on a des matériaux en surplus, suite à une construction, pardon. On a des matériaux en surplus, on les met à disposition sur la DGTech. C'est une valeur ajoutée pour ceux qui vendent parce que, bien sûr, ils monétarisent sa palette, par exemple, ça fait plein d'autres choses. Et puis, idem, les architectes qui sont dans la salle ou les constructeurs qui sont dans la salle peuvent aller acheter des produits, des clims, plein d'autres choses qui sont sur la DGTech. Et au lieu d'importer un gros conteneur de Chine et d'avoir un gros impact carbone, on peut trouver plein de matériaux sur la DGTech. Pour information, on est à plus de 450 produits aujourd'hui
Donc, je suis sûre qu'il y a quelque chose que vous pouvez trouver. Mais aussi, pour le réutilisateur, c'est très important. Vu le prix des matériaux aujourd'hui, eh ben, c'est une valeur ajoutée. Pourquoi? Parce qu'il va acheter un matériau moins cher qui a quand même une bonne qualité, ou un demi-pot de peinture parce qu'il n'a pas besoin, pas les moyens d'acheter une pot de peinture entier, et que du coup, il peut aussi le repositionner sur la plateforme. Alors, on en vient du coup dans l'économie circulaire sur le projet Mangator. Donc, voilà pourquoi j'ai été appelée, parce qu'on parlait de réutilisation, de valorisation des matériaux par la réutilisation. C'est clairement le thème de cette compétition. Et bien, je peux vous dire que ça marche à Maurice et qu'il y a une preuve concrète sur un exemple. Maintenant, on commence à en avoir d'autres, mais l'idée, c'est de parler de celui-là. Donc, en gros, si le chiffre n'est pas trop mauvais, il y a eu 293 tonnes qui ont été enlevées, des 15 000 mètres carrés. Il y a 33 tonnes qui ont été valorisées, soit par de la redistribution, de la seconde main. On va s'occuper de ce qui s'est passé à Good-Shop. Il y a 4,6 tonnes de matériaux qui ont été réutilisés pour rénover complètement, réhabiliter l'ancienne cantine qui est devenue le workshop du mobilier. C'est devenu vraiment une usine de meubles. Et puis, ça veut quand même dire qu'ils ont économisé 203 000 roupies de matériaux neufs. S'ils avaient dû acheter que des matériaux neufs pour refaire, pour faire cet atelier-là, ça leur aura coûté 200 000 roupies. Donc, super important. Impact économique là-dessus. Bien sûr, pourquoi? On pourrait le mettre dans le social, même, bien sûr. Ça crée des emplois, 3300 heures de travail, même s'il y a eu des bénévoles, mais pas que. Donc l'impact économique et social, il est réel. Et puis, parce que bien sûr, dans la valorisation de ces matériaux, il y avait une grosse partie de métaux, parce que vous imaginez que dans les usines, il y a beaucoup de métal, et que du coup, ça a permis aux communautés de pouvoir revendre ces matériaux. Et ça, c'était super important. L'impact social dont on a envie de parler, c'est que c'était chouette d'avoir les jeunes de l'école du bocage qui sont venus participer à ce projet-là. D'abord, ça leur a permis de voir réellement qu'est-ce que c'est que du réemploi et comment est-ce que, en fait, on voit une matière comme une ressource et beaucoup comme un déchet. On les a sensibilisés, ils ont été éduqués concrètement sur le terrain, c'est quoi. Et puis, c'était intéressant de voir toutes les communautés autour de Mangagan, parce qu'un projet d'économie sociale, solidaire et surtout d'économie circulaire, c'est toutes les parties prenantes d'un territoire qui travaillent ensemble. Je pense qu'elles l'ont répété 1000 fois, mais si on n'a pas toutes les parties prenantes d'un territoire, ça ne va jamais marcher. C'est de la collaboration, il faut qu'il y ait secteur privé, secteur public, école, corporate, petite start-up, petite ONG. On doit tous travailler de cœur ensemble. C'est ça, en fait, la collaboration. La terre est ronde, c'est circulaire, si on se tient tous la main, ok, c'est un peu utopique, mais c'est vrai. En fait, ça marche si on est tous ensemble. Et puis, le petit projet qui nous a beaucoup plu, c'est que donc 14 000 m², ça fait beaucoup de plafond. Et c'est très compliqué à recycler à Maurice, à Nantes, etc. Enfin bref. Et que du coup, avec l'influenceur, je vais encore dire, merci. Voilà, et parce que l'idée, c'était de trouver aussi comment impliquer les communautés qui sont avoisinantes, et que du coup, c'était un très bon influenceur ou un papa des communautés. Et du coup, on a réutilisé ces faux plafonds pour rénover une salle de sport du quartier. Et ça, pour nous, c'est un impact social qui est évident, parce qu'ils peuvent aller dans une salle de sport qui est plus humide, où ça ne peut pas être plafond, etc. Et c'est une super réussite, à notre avis, parce que maintenant, quand on est dans les déchets, on parle de caractérisation des déchets, c'est très important. Alors, c'est un peu comme, donc on parle des 4 tonnes 6, c'est un peu, on ne voit pas très bien, mais vous aurez compris. Donc, c'est principalement toujours la même chose, du verre, du métal et du bois dans une usine comme ça. Alors, ce qui était très intéressant ici, et qui ressort beaucoup, c'est qu'il y avait une énorme quantité de bobines de fil et aussi de tissus. Pourquoi? Parce que c'est une ancienne usine de textile. Et voilà. Et c'est là où le partenariat avec Good-Shop est très important, parce que dans leur métier de renew, repair et de toutes les communautés avec lesquelles ils travaillent, les coutumiers, etc., tout ça, ça a été redistribué au lieu de partir à marché cause, sachant que le fil a moins d'impact carbone que les normes, comment on appelle ça, le cône plastique qui est au milieu. Et je peux vous dire que ça fait du poids. Donc, pour nous, c'était vraiment une super réussite. Voilà, donc c'était pour vous dire très bon projet et pour vous dire que
ben, il y avait quelques images et voilà, la DigiTech, elle sert comme exemple de possibilités aussi bien pour accompagner pour vos entreprises qu'une plateforme en ligne pour mettre vos matériaux ou aller acheter des matériaux. Voilà. Merci. Bon, je vais boucler la boucle. Je vais commencer par vous parler de l'entrepreneuriat social, Victoria et expliquer. Je pense que Stéphanie, c'est carrément une évangéliste de l'économie circulaire. Je pense que vous êtes au moins inspiré. Mais ce qu'on veut vous dire, c'est que le Good Shop, ce que nous faisons, ça existe pour nos équipes, ça existe grâce à nos équipes. Et sans eux, on est personne, on est bien. Il y a un stéréotype qui dit, en marketing, qui dit les social enterprise, they don't employ people to bake cookies, but they bake cookies to employ people. C'est un peu notre cas, c'est qu'on va constamment aller chercher des innovations pour pouvoir maintenir l'emploi. Et on a une équipe formidable qui... on a été chanceux d'être primé cette année au Sustainable Island Awards, qui est quand même quelque chose d'assez rigoureux dans la démarche. Et ça, c'est grâce à nos équipes, aux dames qui sont à Kirkip, à l'usine, à l'atelier textile, qui sont là constamment avec des innovations. Et c'est Victoria qui est à Kirkip avec elle, avec nos équipes de Repair ici à Belle-Rose. James qui est non-entendant, qui est sourd, qui est de Global Rainbow Foundation, qui est là depuis plus d'1 an maintenant, et qui, entre vous et moi, je crois qu'il est beaucoup plus bavard que moi, même s'il ne parle pas, qui a un peu notre rayon de soleil ici à Belle-Rose. L'équipe de Montgalcan avec nos Powell, la petite histoire qui est assez... vous avez Francie au milieu qui a un bras qui ne fonctionne pas bien. Et quand il vient dans cet atelier de meubles, il se dit « Ah non, bah, moi, mon bras ne peut pas faire le travail. » Et là, il voit Krishna qui a un double amputé des bras, qui est en train de poncer, couper, visser. Et bah, forcément, il se dit bah, il y a pire que moi et que je peux quand même sortir de ma coquille et de m'aventurer. Donc, comme ça, on a des histoires humaines formidables. Je vous invite à découvrir, on a un banc derrière, si vous voulez faire un tour, passez voir. Et bien sûr, vous pouvez scanner notre catalogue Renew, parce que ça, c'est vraiment à partir des matières que nous avons récupérées, qui sont refaites dans un catalogue. Pour finir, petite inspiration, on est en 2022 et on a épuisé les ressources, etc. Mais je pense qu'on peut, we can find a turnaround. Et ça peut commencer maintenant à l'île Maurice. Il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tôt non plus. C'est peut-être la saison qui enclenche, qui déclenche, si vous voulez, un changement dans notre façon de penser. Voilà, vous pouvez nous suivre, vous pouvez nous contacter et continuer à nous supporter. Vous avez Damien qui est là, Victoria, si vous voulez plus de renseignements. Merci beaucoup. Vous pouvez nous offrir une collation à côté de chez vous. Vous pouvez avoir chaud, soif et faim, donc allez-y. Okay, so this is part one. Big round of applause. Because I've done loads of CPDs. I think I've done 150 CPDs. This one is a real CPD impacting people's life. I've done all the CPDs for textbooks and research, but this, as Stephanie said, Meenakshi and Victoria, these are impacting people's life, and that's the beauty of the CPD as well. So I think we've seen passion. I can see you guys like excited about waste. I've never seen people excited about waste. I'm not too sure what I'm going to say to my wife later when we get the bill, but we'll see about that. So just quickly, we've got recycled burgers and we're going to reuse water from the back. So we'll have a bit of tea and food as well. For 15 minutes, we're going to finish at 8:15. So we'll be back for part 2 for panel with Gianni from DMI, Nicola Architect, as well as Shilpa, the QS. Mr. Jason Ridu could not join us today.
So we'll be catch up. So 15 minutes break, guys, quickly. We've got the recycled tea and recycled burger. Just conscious of time. We'll be finishing around 8:15. You can speak French, English, Creole, however you want. We recording it as well. So we're gonna kick start. Thank you, Roger. Did you like the food? All right. Don't come back and see me tomorrow morning. It's all the cycle. Okay, so thank you very much. So we'll do a quick introduction, guys. So we're going to introduce Stephanie. Thank you very much indeed. It was an inspiring presentation. We loved it. And it's about real impact, right? That's what touched me most. And I'm sure many of you will join the shop as well. Gianni, please, obviously you've sent me a quick CV, but it'd be great to introduce yourself. Being 20 years plus in the construction industry. Few words in English or French, how you feel like? Big round of applause, of course, for Gianni. Yeah. Et écoute, je suis ravi, je suis impressionné. J'ai fait une grosse baffe. Je réalise déjà la quantité de déchets qu'il y a dans l'atelier. Donc, j'ai honte. Donc, non, vraiment, j'ai honte. Je veux bien vous inviter dès demain, mais non, vraiment, quand je vois qu'on met dans le bois, je vois que, disons, vous avez récupéré 4 tonnes de bois, mais chez moi, il y a 400 tonnes. Donc, vous êtes la bienvenue, avec plaisir, ça va m'aider à donc voilà, moi je suis Gianni, ingénieur civil, j'étais dans la construction chez Rennes-Vinecker pendant 12 années et j'ai rejoint DMH Outfitters depuis 10 ans maintenant et je suis aujourd'hui managing director de la boîte. Un peu difficile en ce moment, mais je réalise qu'il y a plein d'opportunités quand on regarde des gens comme vous, passionnés, vraiment, comme Mani a dit, passionnés par du déchet, et on réalise à quel point c'est important, surtout pour nos enfants. OK? Donc, je pense que ça va nous faire prendre un peu plus conscience, peut-être nous intégrer un peu plus à des groupes comme vous, amener notre pierre à l'édifice, et voilà. OK, thank you. Big round of applause for Gianni. Probably one of the first lady in the construction industry. I don't want to sound to make you old, but 25 years ago. Some of you are 20 here. So Shilpa, a few words. Shilpa is the group director of MLC Quantity Surveyors. En français, c'est économiste de construction. So a few words, Shilpa, from yourself. And of course, big round of applause for Shilpa. Gianni said, I'm very humble today. I mean, as a quantity surveyor construction business kind of practice for 30 years. 30 years. So 30 years. Our job, I mean, we always find our we always see obstacles, we always see, oh, it will cost too much, it will cost much, so we always see things that need obstacles. But today I'm very humble when I see what you guys have done. I mean, it's so many obstacles. My first thing was, it's going to be so costly to do that. But today, I think you have changed my mind a bit and made me more aware of how us in the construction industry, what can we do
to have and try and integrate sustainability in our business model. We are a company and we always think of profits, and the center of our business is profit, but now we need, I think it's time that we need to shift it to values, as Jeff said. So, yes. Okay, awesome. Founder of the Hive. Founder of the Hive. So big round of applause for the Hive. Revolutionize the industry in terms of co-working and office working. So Nicolas, obviously, honored to have you here. Maybe a few words from yourself. And once again, guys, big round of applause for Nicolas. Et peut-être qu'il y a juste un point moi qui me parle, c'est que le waste, ça peut apporter beaucoup de choses. Et j'ai un petit scénario, enfin une petite histoire. Quand j'étais en études, j'avais fait un workshop dans une ville en Turquie, en Malaisie. Et la ville était propre, mais plus propre que Singapour. Et en fait, il n'y avait pas de service de nettoyage. C'est la pauvreté, en fait, qui avait nettoyé la ville parce que chaque bouteille emplacée comme une valeur. Et c'est ça qui m'a inspiré de mes projets aujourd'hui. Avec la Hive, le upcycling est dans nos valeurs. Et je regarde encore plus sur que ce soit l'upcycling de mobilier ou de bâtiments. C'est vraiment ça qui nous drive. Donc, c'est vraiment chouette d'avoir des partenaires comme le Woodshop qui nous permettent d'accomplir nos projets et de les rendre réels. Donc, bravo pour tout le travail que vous faites. Okay, so thank you, Nicolas. Sounds like just by doing an introduction of the whole video. So just quickly, Stéphanie, so you've done a presentation. Thank you very much indeed. Few words, what's your next project? Obviously, before we get to what's the next project? Quelle est l'aventure? Oh my God, so many. Alors, l'idée, il y a deux choses en fait. L'idée, c'est vraiment que les entreprises comprennent qu'elles doivent travailler entre elles parce que les matériaux qu'il y a dans une entreprise. Donc, c'est vraiment de répandre l'économie circulaire au niveau des entreprises. Je pense qu'au niveau individuel, c'est assez clair. Nos grands-parents faisaient déjà. Mais c'est vraiment l'industrie de la construction qui doit réfléchir en anticipation. Donc, ça, c'est un premier niveau. Et puis après, le projet que j'ai créé, c'était pendant le Covid. Donc, l'idée, c'était surtout pas est-ce qu'on allait avoir un WAP pour venir à la DGTech. Donc, c'était surtout pas d'avoir un hangar. Et que du coup, en fait, ce que fait le Woodshop, moi, je l'ai fait en France. J'ai monté 2 recycleries. Et puis, c'est des choses qu'on a à l'intérieur quand on a l'habitude de travailler avec les communautés. Et oui, le prochain projet, ce serait d'avoir non plus que du online, mais d'avoir un entrepôt physique, justement pour que tous ces matériaux soient vraiment caractérisés, qu'on vienne chercher une porte qui a 2 ans. Enfin, voilà, c'est vraiment que ce qui est online vienne physiquement. Et pour ça, il faut des investisseurs. Voilà. Mais... ou des bouts de locaux qui prennent à gauche à droite. Mais ouais, c'est ça. So if anybody wants to fund, please feel free to contact Stéphanie. Mais you can also juice. J'ai juste une seconde de plus pour vous dire, en fait, parce que j'ai l'expérience, c'était aussi un choix de dire je ne vais pas prendre un hangar. Parce que l'objectif de la DGTech, c'était de dire on va étudier les flux intrants à Maurice et checker les flux sortants. Parce que, par expérience, on ne peut pas prendre un local de 200 mètres carrés si vous n'avez que des armoires ou des poutres en fer, ça ne va pas le faire. Par contre, si on n'a que des palettes, ça va aller, on peut juste être dehors. En fait, c'est hyper important de savoir quel type de matériaux rentrent, quels vont être les flux, les intrants et les sortants. Et là, en fait, on pourra décider quel type de lieu de stockage on va avoir à proposer. Et bien sûr, l'idée, c'est de travailler avec les communautés. Okay, thank you very much indeed. Gani, I've got a question for you because it was all part of the discussion we had. Obviously, you work for main contractor Rembrandtker, now you're a specialist contractor in timber. Do you find it difficult to make Mauritian client or QS as an architect to understand that their interior design option can also be sustainable and can be impactful socially? So a few words on that. What's your thoughts on Bon, je vais être prudent dans ma réponse. Les architectes et les commerces sont là. Écoute, nous,
disons que dans notre domaine d'intervention, bien souvent, on est dicté par des plans, par des requests du client. On est souvent aussi amené à donner notre opinion de ce qu'on pense. Mais je dois dire que il n'y a pas autant de conscience en termes de recyclage et de déchets, de ce qui peut arriver plus tard avec le produit qu'on va mettre. C'est plus la qualité, l'esthétique, bien souvent. Bon, il y a aussi l'utilité des fois, mais et comme Shilpa a dit, c'est souvent dicté par le budget. Parce qu'avant de commencer un projet, il y a le budget et surtout, par les temps qui courent, tout le monde sait les vices parce que tout a augmenté, les projets, le budget était prévu bien avant. Donc, aujourd'hui, tout le monde doit faire. Exactement. Le challenge, c'est qu'il ne faut pas faire des trucs, rénover les trucs, ça peut coûter plus cher qu'acheter neuf. Alors, c'est comme on est dans un business model où c'est la profitabilité qui compte, c'est le cost. Le coût est moins, la faisabilité va être meilleure pour les clients. Alors, quand on est dans cette optique-là, c'est très, 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 très difficile d'aller vers quelque chose de sustainable, mais je comprends que ce n'est pas impossible. Je crois qu'il faut conscientiser les clients. Je crois que les personnes à conscientiser all the clients. The clients need to understand the end. I mean, the value, the end result. It's not. It is about profitability. Yes, you need to be sustainable financially. But what about in the end? What's going to happen there? Okay. So, yeah. But then, Nicolas, surely with what we've seen, and obviously we've seen the collaboration avec La Déchetterie Tech, Shell, and Good Shop. Surely with what's happening, collaboration, then you can't really champion collaboration. So what's your thought on this, being obviously someone who's bringing everybody together? Why collaboration is so paramount? Pour moi, c'est l'économie circulaire, ça passe aussi par l'expérience, l'expertise de chacun. Et ça rentre aussi dans le business de chaque entreprise. L'entreprise doit être focus sur son business, sur son expertise. On ne peut pas faire tout à la fois. Et c'est là où c'est intéressant, l'esprit collaboratif, c'est que chaque entreprise est focus dans sa mission et dans ses valeurs, et la mission est vraiment son métier. Et que la collaboration se met en place beaucoup plus facilement. Et les choses sont beaucoup plus fluides. Une entreprise qui essaie de tout faire, ben, c'est plus compliqué du coup à collaborer avec elle parce qu'elle veut quelque ownership of everything. Et c'est plus compliqué dans une logique circulaire qu'on est individualiste. Ok, thank you. J'ai un petit truc, j'ai l'impression aussi que c'est une question de culture. C'est une question de culture, comme Marchis nous a expliqué plutôt la culture, qu'est-ce qu'on veut amener, qu'est-ce qu'on veut prôner. Peut-être que nous, en tant que directeur, on peut commencer quelque part, bien sûr, délimiter des fois par les moyens, par le temps. Bien souvent, on est tellement embourbé dans nos day-to-day running. Yeah. Disons que si on commence quelque part dans notre business, à la maison avec nos enfants qui seront peut-être demain des futurs managers, je pense que ça peut aider. Mais c'est peut-être un petit groupe ici aujourd'hui, mais je ne sais pas comment faire pour élargir le mouvement et créer un certain dynamisme. So the movement comes to Victoria. She's our mention. So Victoria, a few words. Obviously, you're the driving. We could see the passion in the presentation. You've done quite well with Meenakshi. So maybe a few words. How can we help? Because we are all talking about hands-on, right? Being on the ground to do practical things. So maybe Victoria, do you have any ideas of how do we get to collaborate together? Comme Nicolas disait, on a tous nos secteurs d'activité en fait. On sait tous ce qu'on fait. Et puis, c'est juste de regarder les points de collaboration, les ponts entre ce que vous êtes en train de faire et ce que vous avez besoin et ce que les autres peuvent offrir. Donc, par exemple, c'est juste changer la façon de penser. Par exemple, OK, on a besoin de sourcing, on a besoin d'acheter justement des lumières, des pans de mur, des clims.
Donc, on va toujours acheter tout ça, mais comment on l'achète? Ou bien comment on le produit? Ben, j'aurai toujours besoin de table, j'aurai toujours besoin de chaises, mais comment le produire? C'est juste de shifter et de se dire qu'en fait, non, il y a des solutions qui sont justement qui sont éthiques et durables. Et que il ne faut pas, on parlait de design par exemple, bah, nous, c'est ce qu'on veut faire. On veut que la personne, elle vient et qu'elle aime le design, qu'elle est presque s'en fiche, comme je dis, que si c'est, enfin, il y a tout, que ça parle à tout le monde, que peut-être quelqu'un va venir juste parce que justement c'est durable et c'est éthique, mais que quelqu'un peut-être va acheter le meuble juste parce que c'est design. Et donc, c'est vraiment juste faire la liste de vos besoins et puis d'aller essayer de faire du matchmaking comme Stéphanie le fait, de qui peut répondre à ses besoins, mais de façon éthique et durable. Et donc, par exemple, ben là, juste pour donner des exemples, par exemple avec The Book Shop, s'il y a des matériaux que vous êtes en train de jeter, venez nous voir, nous ou Stéphanie, on sera ravis de vous aiguiller de comment réutiliser tous ces matériaux ou d'où les rediriger. Si vous avez besoin aussi, par exemple, si vous cherchez plus des meubles, des solutions vraiment de design, d'ameublement intérieur, donc que ce soit les meubles ou le textile intérieur, à The Book Shop, on est aussi content de pouvoir vous accompagner dans cette démarche et pas juste les meubles qu'on a là, pas juste les meubles du catalogue, mais maintenant on a Damien qui a rejoint l'équipe qui vous accompagne. Damien, quick introduction of Damien. Round of applause. Qui a rejoint l'équipe qui nous permet maintenant aussi de faire beaucoup plus du customer order. Donc on est ravis de s'asseoir avec vous et de vraiment de répondre, comme on a fait le projet avec Super, mais de répondre à ce que vos envies et comment du coup on fait ça de façon durable avec nos déchets qui ne sont pas des déchets, qui sont des ressources. Et puis, juste en général, c'est vraiment juste de parler en fait. Je pense que ce qu'on a appris dedans, c'est juste qu'il faut juste communiquer, partager les idées. Et puis, justement, on voit qu'on est sur la même longueur d'onde avec d'autres. Et de là, ça... Je pense qu'on sait beaucoup, les projets sont beaucoup nés à partir de discussions, d'idées vagues qu'un partenaire avait. Et puis en discutant, on arrivait à vraiment cheminer le fonctionnement et c'est comme ça que des business models sont nés avec des partenaires. Aujourd'hui, nous avons des partenaires radicaux qui embrassent l'idée et qui nous disent, voilà, j'ai un bâtiment, j'ai un resto, comment est-ce que je fais pour avoir un impact social, comment est-ce que je fais pour l'économie circulaire. C'est la communication est très importante. Et en partie, bâtir un écosystème, parce que là, tout ce qu'on parle, c'est un écosystème, c'est beaucoup de communication. Okay, yeah, thank you very much indeed. So we'll go back to Stephanie. I'm conscious of time, we've got about 15 minutes left. We'll take some questions as well from the audience. Stephanie, if you want to give an advice, what advice would you give to all of us today? Anything you would like to say? How do you start? And any advice that you got, maybe when you were in France or wherever you were, what was the best advice when it comes to circular economy? Collaboration. It's all about collaboration. I definitely. Just like we're doing today. Ouais, exactement. Non, c'est vraiment c'est awareness, mais c'est vraiment c'est exactement ça en fait. La collaboration, elle vient parce qu'on discute et on est ah bon, t'as ça et tu sais pas quoi en faire. Mais génial, parce que justement, je cherchais ça. Mais c'est vraiment une histoire de ça. Et ouais, un architecte, il est à fond, il doit décider son truc, non. Ok, mais quand je vais lui dire, tu sais, le réemploi, c'est 0 impact carbone, bah, peut-être qu'il va, lui, dans ses cahiers des charges, dire, bah, ok, peut-être que le client, il n'accepte pas, mais peut-être dans mes cahiers des charges, maintenant, je vais dire, je veux qu'il y ait 2 ou 3% des réutilisations parce que ça fait du bien à moi, mais ça fait du bien à la planète, et puis ça va peut-être coûter moins cher au client. Donc, c'est ça, c'est vraiment la collaboration, tout est basé sur la collaboration. Absolutely. Gani, obviously you've got a lot of experience in timber. You procure a lot of timber. What's your advice when it comes to timber? So what do you think you will do next to make sure we can recycle and probably have a shop as well? I know you've got lots of stock in your factory. Déjà peut-être avec votre aide, j'aurais peut-être commencé par faire une présentation comme on a fait aujourd'hui. J'aurais le plaisir de mettre ça chez moi. Wow, super! Big round of applause, guys.
environ 80 employés pour pousser à vie. Parce qu'ils ont déjà, enfin, nous, on a eu l'opportunité de découvrir, parce qu'on est tellement dans le business, dans les difficultés, mais il n'y a pas que ça. Il y a la nature, il y a la famille, il y a l'avenir, il y a les déchets. Donc, peut-être que la plupart des employés ne sont même pas conscients de ça parce qu'ils n'ont pas été exposés aux solutions et à l'impact. Donc, déjà commencer par ça et conseil. On a tellement de déchets, tellement de bois. Déjà, quand on achète le bois, on prévoit 10-15% de déchets dès qu'on achète. Déjà à la base, avant de vouloir acheter ces 15% qu'on sait qu'on va jeter. Et que bien souvent le client paye pour ça. Donc, ça aussi, ça nous fait. Il y a le. Enfin, on va être un peu cru, on s'en fout parce que c'est le client qui paye. Donc, que ce soit jeté à côté, on s'en fout pas vraiment, mais disons que un autre projet arrive, ben, le bois est acheté, le bois est là. Bon. Disons que quand même, j'essaie d'imposer à chaque fois quand j'ai ça, tu vas chercher dans le waste, mais quand je regarde notre waste, vraiment, quand je vous dis 450 tonnes, je prends le mot. Donc, justement, on est en pleine restructuration, on veut se débarrasser. C'est une invitation. Alors, voilà, tu peux valoriser. Je veux valoriser. Je voulais le mot jeter. Fini ça. Ouais, ça doit exactement. sortir du vocabulaire. On ne jette plus à rien. On pense à comment je peux le réutiliser, à qui ça va faire plaisir. On n'a plus des déchets, on a des ressources. Donc ce bois 450 tonnes, l'archi là, il a fait et il s'est dit, oh, mais peut-être que dans les projets, il verra à quel point je dirais. Je vais pouvoir refaire des tables. Et Stéphanie, mais j'ai quelqu'un que je connais qui a besoin de bois parce que voilà. Mais le mot jeter, il doit sortir de notre vocabulaire. On essaie de recycler dans des petits trucs, mais réutiliser, mais c'est minime par rapport à ce qu'il y a à côté. Donc on ne veut pas, peut-être, on n'a pas l'envie de mettre ce temps-là pour recycler. Il y a un risque pour parce qu'il n'y a pas un framework. Le Good Shop, ça existe depuis 3 ans. Nous, on fait la construction depuis 30 ans, 35, 50 ans. Il n'y avait pas un framework à un moment-là où on se retrouve avec les piles, par exemple. On ne sait pas. La population, maintenant, moi, je suis à Good Shop. Mes vieux amis, je veux venir quitter ici. Mais avant, il n'y avait pas. Maintenant, il y a de plus en plus de déchets qui sont sophistiqués. Alors, pour le moment, il n'y a pas d'entraide. On parle de piles. Il faut savoir qu'on est un point de collecte pour la solution pile et tout ce qui est projet maintenant. Des téléphones. Je pensais ce qu'on disait, en fait, il ne faut pas tout ça. Il ne faut pas que, par exemple, tu partageais que justement, tu n'as pas envie d'investir ce temps pour faire des petites tables et tout, parce que ce n'est pas ton main business line, en fait. Et c'est ça qui est beau dans la collaboration, c'est que chacun, on a nos secteurs d'activité, on a nos expertises, et on peut se focus dessus et collaborer, bien sûr. Toi, tu as tous ces projets, tu n'as pas les recycler tout ton bois en table. Mais le Good Shop, nous, ça, c'est notre expertise. Donc, c'est vraiment quand on parle de collaboration, c'est ça l'exemple. C'est qu'on n'a pas besoin, quelqu'un n'a pas besoin de tout faire parce qu'on ne peut pas. Mais on peut tous ensemble collaborer. Et puis, juste pour interagir sur ce que vous avez dit, moi, ce que je veux partager, c'est à partir de déchets. Voilà, j'aime pas, mais juste pour choquer un peu, à partir de déchets, on a créé 15 jobs. À partir de déchets. C'est des choses qui rien marché, des choses qui ont été jetées. This is just from waste. On a créé 15 jobs en même pas un an. Oui. Opportunité d'emploi qui existe. And it seems to me like the election is nearing.
also a minister of waste. There are waste, but let's see. So just a quick one then. Are we also talking about food recycling? Seriously. Because when we go to hotels, because we've got the Mauritian mentality, we've paid for it, we're going to eat all of it. And we're going to drink all of it, we're going to eat all of it. And what happens is there's massive, food waste in hotel. Something we need to think about. It's not the topic for today. But we have food wise, so this is not our food wise. All right, yeah, we've got food wise. But it's doing an amazing job. That's a perfect example. Did you think 5 years ago in Mauritius that the hotel and restaurant industry would think about is food wise in the room? Because if I'm going to throw this away, I'm going to be killed. Et aujourd'hui, c'est clair, tout le monde qui est dans l'industrie de l'agroalimentaire, bien sûr, a le pledge food wise. Sinon, on est un loupé. C'est ça qui va se passer dans le bâtiment dans les 3 ans à venir, c'est mon souhait, vraiment. Exactly. I mean, in hotel, the amount of water waste, the food waste, the electricity, something we need to think about as well. Just quickly, Nicola, then, we are now, based on COVID-19, obviously most of you are wearing masks. No, not many are wearing masks. So most of you are now COVID-19. So don't blame us for that tomorrow. We now work on Teams and Zoom. So I've worked in a lot of Teams and Zoom. It's reducing our carbon footprint because before we had to meet every week, drive wherever we had to drive to get to where we need to every week. Je ne veux pas gagner. And I'm sure you would know that in many projects. But now where we can, we're doing Teams. Surely now, this is reducing the CO2 emission as well as our carbon footprint. Maybe a few words, what's your view on that? It could be inefficient. Je ne suis pas l'expert sur ce système-là. Je ne sais pas trop comment dire. Le seul truc que moi je vois, c'est au niveau des Teams, etc. C'est vraiment la technologie, c'est l'énergie. Et je ne sais pas vraiment quel est l'empreinte carbone de tout ça. OK. Le présentiel reste quand même des relations humaines naturelles et plus important, je trouve. Donc, je laisserai la parole à qui veut partager dessus. Juste, tu as posé une question tout à l'heure par rapport à quel conseil on a pu donner. Yeah. Moi, le conseil, enfin, ce que je mets dans ma tête à chaque fois que j'achète quelque chose, c'est de me dire, quelle sera sa seconde vie plus tard. Okay. Et du coup, d'apporter des trucs de Chine ou d'ailleurs qui est de mauvaise qualité, donc qui ne coûte pas cher, mais qui est de mauvaise qualité en plus, ça, c'est vraiment un déchet parce qu'on ne peut rien faire avec ça. Et je pense que d'être dans ce mindset aussi, de se dire, OK, je veux acheter du neuf, mais acheter du bon neuf. N'achetez pas du... So not buy from Made in China. Non, mais c'est d'acheter des raw materials, des matières qui pourraient être, qui pourraient être réutilisées, revendre, etc. Donc, vraiment, mettre de la valeur dans les choses. Okay, guys, we've got 9 minutes left because that's my job in time management. Do you have any, Cyril, you've got a question, madam? Yeah. Can you introduce yourself? My name is Rachel. I have a philosophy of putting people, planet, and profit. I've always done that. And, people, planet, and profit. Okay. Donc, les deux de profit. Et donc, je voudrais demander au panel là, en ce moment. Yeah. Ils sont en train, moi, de former, si vous voulez. Ça bouge dans le réunion. Donc, j'adhère à ces réseaux d'entraide, d'accord, pour remettre en place. Et ce que je voulais demander, tout ce qui est green building, green architecture, qu'est-ce qui se passe ici? Si on est en train de dire de valoriser les déchets, on en est plein en termes de matières premières, c'est du bois. Hein? Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait avec du bambou, qu'est-ce qu'on fait avec du ragnana, qu'est-ce qu'on fait avec ça pour donner un cachet mauricien à l'architecture ou à quelque chose comme ça. Donc, je suis en train de surfer sur les earth ships en ce moment, les round earth buildings et tout ça. Donc, je ne sais pas ce qui se passe en Maurice. Ok, so maybe try to words on that quickly. Rapidement, enfin, on a le Green Building Council en Maurice qui travaille sur des conférences ou des choses comme ça. Exact. On a un peu de recherche, pas beaucoup, je dois dire. Et moi, enfin,
il y a des nouvelles technologies pour rendre les bâtiments beaucoup plus sustainable. Voilà. Et pour moi, il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est l'architecture style colonial de l'époque, qui était une architecture très écologique, parce que c'était ventilé naturellement, il n'y avait pas de climatisation. Donc, la maison où on est aujourd'hui, c'est vraiment une maison. This is colonial, right? Ouais, This is colonial. Il peut faire frais, il y a des systèmes de cross ventilation qui sont intéressants. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, moi, je pense être sustainable aussi dans la construction, c'est réutiliser les mètres carrés qui ne sont pas utilisés. Et je crois qu'à Maurice, il y a un Square Meter Bank, quelque chose comme ça, qui est énorme. Des usines qui sont complètement désaffectées et pas utilisées, des logements dans les villes qui ne sont pas utilisés, des buildings qui ne sont pas utilisés. Et il y a tellement de réemploi du bâtiment aussi, et beaucoup plus sustainable que dans les construire. Bon, c'est important pour l'économie, mais je pense que le réemploi du bâtiment avec le métro qui est arrivé, ça va réactiver des zones. Je pense que les propriétaires immobiliers auraient dû avoir les yeux dessus, du brownfield plutôt que du greenfield. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant pour moi. C'est la première système, c'est ça que les ateliers dans l'immobilier. On a fait 8 masterclasses. Okay. La 8e aura lieu pour ce samedi. Donc, mettre tous ces acteurs clés dans l'immobilier, je ne sais pas si vous êtes off-plan déjà, bon, il y a peut-être une vingtaine de players, hein, d'acteurs qui sont dans le système, etc. Parce que nous, l'immobilier, pour nous, c'est opaque. Pour nous, c'est quelque chose de vraiment, il faut démystifier ce secteur. On ne connaît pas ce que c'est qu'un QS, qu'un project manager, on ne connaît pas tout ça. Et surtout, étant femme, nous, on est un peu plus vulnérables. Les gens viennent nous arnaquer, je dois vous dire. Hein. Donc, c'est tout ça. I mean, project managers, they need to be recycled completely. If I say 100% more, exactly. So, à Maurice, bon, on n'est pas encore là, mais dans le secteur, comme je dis, c'est toujours un concern, mais il y a beaucoup de grands groupes qui essaient d'abord, parce que c'est aussi, green, c'est aussi très marketing. C'est it's the buzzword. It's the buzzword. Alors, pour avoir ce green esprit-là, alors, quelque part, ça aide à conscientiser les architectes et les clients. Alors, on a des projets où les clients sont, vous avez parlé de Roundup, on a un projet qui n'est pas en construction, mais qui est en conception, et on parle de Roundup. On cherche des certifications de l'Australie ou de l'Angleterre. Alors, il y a plusieurs councils qui demandent, et il y a des critères, et on est en train de faire un projet on essaye de target beaucoup de points, parce que ça ne marche pas. Green Star. Soit Green Star, soit il y a plusieurs échelles, Gold Star, Green Star, Platinum. Alors ça commence à venir que only because it's marketable. Ça, quelque part, ça rejoint ce que toi tu dis, c'est éthique, c'est bien d'utiliser quelque chose qui est renewed ou qui est recyclable, sustainable, mais ça doit plaire. Ça doit être marketable. Alors, cette étiquette de Green Council ou de Green Building, ça devient marketable et ça, in return, ça va aider le secteur de construction de progresser dans cette direction-là. Can I maybe have a few words on this? Yes, please. Yeah. You can film yourself as well if you want. No, it's right. And moi, c'est Damien Thiel. Donc, tout à l'heure, j'ai fait uniquement 4 projets. Je suis interior designer de formation, mais j'ai fait quand même 4 projets de construction, bientôt mon 5e qui vient. Et ce que je fais différemment, peut-être des architectes, c'est de conseiller les clients quand ils prennent le terrain, par exemple, c'est de garder, par exemple, 50% en verdure, d'avoir un espace vraiment intérieur et extérieur, et aussi comment travailler sur une conception de green roof, to be honest, because right now we only have beton, and this is not really my direction and my point of view. I know that we need to respect a lot about architecture, but my point of view of architecture is really
about really think about how can we turn the building into ecological impact, impacting directly to the environment. How can we, due to circulation of air, use of cork or bamboo for flooring, the type of paint that we use, the type of, I don't know, anything will impact your final result in your construction. So the first thing to think about is what's the solution? What's really, how should you think your design process, to be honest? Because right now, if we focus like, for example, we have a plot of land and we put 100% concrete on this piece of land, you won't really have. But this is where the flood is coming as well, the flood. The flood, yeah, because all the walls are concrete walls. Yeah, but all of this, I think people are not aware, but all of this is changing. So we do work with big clients, and these things are changing. Are taken into consideration. So if you look at all the smart cities that are going ahead, they are called smart for a reason. Because but are they smart concrete? Because there's lots of concrete. They're not 100%, and like I'm saying, it's not there yet, but there is a beginning to it. He's talking about insulation. The architects nowadays, in your favor, is that architects are thinking of circulation, using less air conditioning, hiring the walls. So we are seeing a progress from that side. But the challenge is that the population is not educated, and the population doesn't have the means to employ professionals to get the correct advice. Absolutely. So I think Mauritius, that's a very, very, very big challenge. Okay, Shubha, thank you much indeed. We'll take one more question, please. Please introduce yourself and your salary. I'm the director of outside. Okay. And I'm a CEO of the Senate government. Maybe one question on us, especially on engineering, US and architecture. When we're talking about circular, is reusing, renewing, and not throwing. But I don't know whether, I'm not aware, maybe you could answer just like, is there any country where we can say that they have already in regulations, construction regulations, or procurement regulations, or improvement regulations, written somewhere that everything that you do should have at least 1% of circular plastics? This can be done. This should be done. Yeah. Until unless we do it, nothing will happen. But just like we are promoting SMEs in tendering process, if you're an SME, you get 35% discount. So I think this is something we should think of. And think about the legislation and this is what we could do. I want maybe this, we could at the professional level make proposals, talk, write, think about it, and then you can see that if this comes, then because one thing is very important, the Prime Minister only went to Glasgow. Together with the minister, they have taken commitment to promote circular. And this is one way to do it. We have good shops doing a good job. I think good shop should become good Mauritius. Everyone people think like this. I think I'll advise you strongly. You are still thinking. We should just make proposals. Write to the Minister of Finance. It's maybe not late. Try to see. I don't know. I can't tell you. I think you've got a good point. With the Minister of Environment, to try to make things happen. The policy should be there. I think we've talked about everything else, but where it all kicks in is through legislation, regulation, process. Absolutely. Thank you. Big round of applause for all this. I think we are at the right time. So I've been working mostly in waste, so like activism and stuff. We've got that from that you're working with. Just 4 years ago, the mentality was completely different. Like 4 years ago, 6 years ago, there was not even an awareness about recycling. So we are making progress, and I think we need to keep in mind that we are making progress, and maybe we are at the right time.
all the questions you were asking, Rachel, about where can we do that, where can we do that, maybe we should see it as opportunities. We are at the right time when we can put forward these opportunities. And definitely, I think when we talk about vertical collaboration, it's also through legislation, through policies. And we've seen for waste, it has taken a long time to have like the right policies for waste management, but now it's happening. There's a lot of policies that are coming about waste. So I think definitely we also should keep that in mind, how to go toward that and really realize that vertical collaboration is on all levels. So it's as individual, as enterprise, with la société civile, with all the NGO, but also with the government. It's only all together that we can legislate. So thank you very much. I'll just do the last round of wisdom quickly. Do you want to say something? Okay. What's your word of wisdom? Final word to all of us quickly before we move to the other. One word for wisdom? Wisdom, yeah. What's wisdom in French? Sagesse. Okay. Okay, recycle your thought, we'll come back to you. Gianni, what's your word of wisdom? Maybe you've learned something today and I've learned today, so what's your word of wisdom? En tant qu'entrepreneur et membre à part entière de la construction. Je pense que là-dessus, c'est le change. Moi, je suis prêt à faire un pas avec les employés. Wow. Au moins, on commence quelque part. On ne dit pas qu'on va être les champions, mais au moins, on commence quelque chose. On a une contribution. Au moins, ça va changer la culture. Je pense que la culture, surtout, est importante. Yeah. Donc, il faut déjà qu'on commence à changer la culture et tu vas être un automatisme, je pense. Okay. Thank you, Gianni. Shubham, maybe word of wisdom after 30 years of experience. What do you want to say to us? For me today, what's come out of this awareness and radical collaboration. I think that is the biggest thing that I've learned today. Okay, thank you, Nicolas. And before we come to Victoria and Minachi quickly, maybe final word from yourself. Non, collaboration, c'est important. Je vais rebondir sur un point le législatif a pas temps. C'est réactif. Avant tout, il faut avoir les acteurs proactifs pour initier le changement. Et après avoir eu du textile, des meubles, moi je suis chaud pour qu'on attaque au building. Et avec le building, ça peut être sympa d'initier l'emploi dans le bâtiment. Et je crois que ça peut être des projets fantastiques. Et là, le législatif suivra. Voilà, suivre notre système. And of course, don't forget, we need to lobby, guys. 2 years of election, so let's get our minister in place. Victoria, final words, because I know you were very passionate. You were talking in French, and then you obviously get into English. But a few words to all of us. I think challenge our opportunities. What we've been doing at the workshop, a lot of people were thinking it's crazy, it's impossible, and because yes, there was a lot of challenge, but challenge our opportunities, and we can create something better. Like, we don't have to choose between something well done that looks good or ethics or sustainability. We don't have to choose. That's false. Challenge our opportunities. Okay, thank you. And Minachi, final word, being the general manager. How did you find the whole evening and the synergy today? And maybe final word from you. That was great. I just want to tell you, doing good is addictive. Loving selflessly is self-giving, and yeah, you can lose yourself, but everybody gains out of it. So love your people, love your communities, love the planet, love your environment, love your country. And this is what we're trying to do in action, and sustainable action. Okay, thank you very much. Okay, so just before we conclude, is someone going to Gobasa? Someone needed to go to Gobasa. Anybody heading to Gobasa? Yeah, so we've got 3 gentlemen there. There. Yeah. I was going to give you that person. Is she married? So, finally, love your wife and love your husband as well. Guys, it's been amazing. Just a final word. Yeah, just a final word, guys. So what happened next now, Minachi? So obviously we're doing a nice CBD, lots of people, lots of recycled food. We're doing everything. What happened next? What's next? So are you planning some road shows
that we can come in and put hands on? No, I'm serious about what's next. What's the next challenge? Our plan is now we've reached a maturity phase where we want to start talking to industries and sectors. And I think the most obvious sector is the construction sector. I think you're the luckiest one. Next phase is because we've also step one food into the hotel industry. And hotel industry are produced, just like Anna said, they produce so much waste because of their requirements. So what we're doing is planning slowly, because we also are doing circular and social economies going at our own pace. That's very important. We don't burn your wings trying to go too fast. This is one thing that we do. So next phase is another sector. This is what we're trying to do, like the smallest player trying to catalyze bigger players. So is it going to be a monthly talk or 2 months? No, so we're going on vacation back around September. All right. Okay. But maybe meanwhile, like if you have any crazy idea, if you have anything you want to collaborate on, feel free to reach out to us, and we are always happy to talk and to see how we can all work together. Okay, so thank you. We're going to take a quick family picture. So if I can ask if you can just